Nous allons faire maintenant ensemble une petite introduction au cloud computing. Alors tout d'abord, quand on parle de cloud ou de cloud computing, de quoi parle-t-on? Les services qu'on va louer sur le cloud vont tous mettre en œuvre à peu près la même chose, c'est-à-dire soit de la puissance de calcul, tout simplement vos applications ou vos machines virtuelles qui sont sur le cloud vont consommer de la RAM et du processeur, sur des vrais serveurs physiques qui sont dans les data centers. On va avoir du stockage, évidemment, pour stocker des données, mais ça peut être une base de données, par exemple, qui est stockée dans le cloud et donc accessible depuis n'importe où dans le monde. Là, pas besoin de RAM et de processeur, enfin quoique, mais surtout, ça va être du stockage ou tout simplement des données, des documents en vrac, comme des documents Word, Excel, peu importe, dans donc du stockage dans des disques durs qui sont dans le nuage, dans les data centers de votre fournisseur. On oublie souvent aussi, mais important, du réseau. Par exemple, je peux avoir mon site web à New York, qui est donc hébergé dans les data centers de New York. Je vais avoir le même dans le data center de Paris. Les deux vont se répliquer, ce qui fait que si je mets l'un à jour, il va être mis à jour de l'autre côté aussi. Et je peux, si je veux, faire en sorte que tout ça ne sorte pas publiquement sur l'Internet, mais soit simplement véhiculé à travers le réseau du fournisseur, que ce soit AWS, Microsoft ou autre. Et donc, je loue aussi du réseau. On va me facturer la puissance de calcul. Dans certains cas, ça va même jusqu'à on facture au cycle de processeur prêt. Évidemment, on va me facturer le stockage, c'est-à-dire le volume des données que je stocke, on va me facturer au giga de données que je stocke dans le data center. Et on va me facturer le réseau, pareil, le volume de données que je fais transiter par le réseau du data center. Donc voilà déjà sur les principes de base. Qu'est-ce qu'on entend par cloud computing? Eh bien, c'est on utilise et on paye de la puissance de calcul, du stockage et du réseau dans les data centers de mon fournisseur. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les types de services? Il y a trois grands types de services. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Mais à mon sens, à mon avis, à moi, on peut tout ramener à ces trois catégories. IaaS qui veut dire infrastructure as a service. Dans ces acronymes IaaS, PAA, quelque chose AAS, le AAS veut toujours dire as a service. Je loue de l'infrastructure comme un service. Donc quand je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Admettons que je veuille donc une application ou un site web. Quand je fais infrastructure as a service, typiquement, je vais faire une VM, c'est mon infrastructure. Et donc, cette VM, je suis responsable, moi, mon entreprise, de sa sécurité, de ses mises à jour et de sa maintenance. Si ça bug, si ça marche plus, c'est mon problème. Et dedans, je vais pouvoir mettre mon application ou mon site web, mais c'est moi qui vais devoir gérer, donc, dans l'infrastructure as a service, la sécurité, les mises à jour et la maintenance. Plateforme as a service, je vais avoir directement l'application ou serveur web. Alors, je vais essayer. Hop. Je vais avoir directement l'application ou le serveur web dans du platform as a service. Le P là, c'est pour plateforme. Platform as a service, ce n'est plus moi qui gère la sécurité, la mise à jour et la maintenance, on va dire, entre guillemets, de la machine virtuelle. J'ai juste mon application, par exemple mon serveur web, mon serveur Apache,
j'ai juste l'interface de gestion du serveur Apache et je ne vois même pas quel OS est derrière. Ce n'est plus moi qui gère l'OS. Enfin, dans Software as a Service, le SaaS, donc pour Software as a Service, là j'ai l'application directement prête à l'emploi. Alors souvent, c'est un peu confus pour les gens qui débutent. Dans Platform as a Service, j'ai l'application, mais c'est à moi de la paramétrer. Si je fais un serveur Apache, c'est à moi de paramétrer le serveur Apache. Si je fais une application de gestion de parc informatique type GLPI, c'est à moi de paramétrer GLPI, etc., etc. Alors que dans Software as a Service, le logiciel que je vais utiliser, il arrive directement paramétré, prêt à l'emploi. L'exemple parfait de ça, c'est Office 365. Par exemple. Office 365, vous avez Word, Excel, PowerPoint, des meilleurs et j'en passe, directement prêt à être utilisé. Vous n'avez rien à paramétrer, vous créez votre compte et vous avez tout de suite le pack Office plus tout un tas d'autres applications qui sont prêtes à l'emploi. Vous n'avez rien à configurer pour que ça fonctionne. Alors vous pouvez configurer des choses pour dire qui a accès, qui n'a pas accès, etc. Bon, ce genre de choses, mais l'application en elle-même, pouf, vous avez qu'à cliquer, ça y est, elle fonctionne. Ça, c'est Software as a Service. On a dans Platform as a Service, l'utilisateur, lui, est responsable donc du paramétrage de l'application. Si l'application ne fonctionne pas, c'est de sa faute à lui. Ce n'est pas la faute d'AWS ou d'Azure, de Microsoft Azure. Dans Software as a Service, si l'application ne fonctionne pas, c'est la faute de AWS ou de Microsoft, dans le cas de Microsoft Office. Donc on voit qu'il y a, suivant le type d'infrastructure, des responsabilités qui sont différentes entre le fournisseur de services et le client, l'entreprise cliente. C'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Je vais le mettre ici. Responsabilité partagée. Et donc, suivant si on fait de l'IaaS, du PaaS ou du SaaS, les responsabilités entre nous et le fournisseur de services cloud sont réparties différemment. Là où le fournisseur de services gère tout et est responsable de quasiment tout, bien évidemment, c'est dans le SaaS, alors que dans l'IaaS, Infrastructure as a Service, bah, c'est vous qui gérez à peu près tout, sécurité, mise à jour, bref, tout ce qu'on vient de dire. Ok, alors maintenant qu'on a défini à peu près ce que c'était le cloud computing, maintenant qu'on a défini les différents types de services qu'on pouvait avoir dans le cloud computing, quels sont les acteurs du marché? Alors, je ne les ai pas tous mis, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Leader mondial, Amazon avec AWS, Amazon Web Services. Ils sont leaders mondiaux tout simplement parce qu'ils ont été les premiers. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai pas spécialement d'avis ni de préférence. Si j'avais le temps, je me spécialiserais dans tous les fournisseurs d'accès parce que ils ont tous leur terminologie, leur façon de faire, la philosophie, etc. Bon. Mais Amazon est numéro 1 mondial parce qu'ils étaient les premiers. En fait, ils se sont dit un jour, on a des outils qu'on utilise pour vendre nos choses sur Internet, pour notre site de vente sur Internet. On a des outils de gestion. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrait pas ces outils de gestion à des entreprises? Ils ont commencé comme ça. Et donc, ils ont été les premiers, ils ont été leaders mondiaux, et ils sont toujours leaders mondiaux, parce qu'ils ont été les premiers. Je ne rentrerai pas dans le débat s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça ne nous intéresse pas. Mais voilà, pour Amazon. Deuxième, et plus ça va, plus il grignote, Microsoft Azure. Donc Azure, c'est le service cloud computing de Microsoft, l'équivalent d'AWS chez Amazon. Et petit à petit, il grignote des parts de marché. Bon, donner des chiffres, ça serait approximatif. Ça change, en plus, ça dépend quels critères vous prenez, etc. Mais bon, on va estimer à peu près qu'Amazon va tourner aux environs de 35% de part du marché.
que Microsoft va tourner aux environs de 25-30%. Ce que je vous dis là, c'est vraiment à la louche. Allez, on va dire 35% du marché mondial. Microsoft Azure, on va dire, allez, 25%. Il me semble que le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 27 ou quelque chose. Et Google Cloud, 12%, 15%, allez, admettons 15%. Google Cloud, avec GCP, Google Cloud Platform, a eu été leader. Ou en tout cas, précurseur, on va dire. Puis ils se sont un peu endormis sur leur laurier en disant de toute façon, nous, on est Google, on est le camp du bien, on est cool. Et puis, on s'est aperçu, enfin, ils se sont fait défoncer par les deux autres, pour dire les choses comme elles sont. Vous voyez que déjà, ça fait genre 60, pas loin de 70% du cloud mondial à eux trois. Ensuite, je ne sais pas vraiment par ordre d'importance, par ordre de part de marché, mais Alibaba, qui est en train d'arriver aussi sur le marché. Alors Alibaba, c'est simple, Alibaba avec Alibaba Cloud, mais depuis le début, Alibaba copie le business model d'Amazon. Et donc, comme Amazon, ils se sont mis à faire du cloud computing. C'est pas anecdotique pour vous donner un petit exemple. Je sais que, via un ami à moi qui est administrateur système, que le site web des JO Paris 2024 est hébergé chez Alibaba. Donc ils arrivent, ils grignotent des parts de marché petit à petit, Alibaba. Bon, pour l'instant, du moins en Europe, en tout cas en France, ça reste confidentiel, mais quand même du sérieux, puisque c'est eux qui gèrent le site web Paris JO 2024. Ensuite, je vous ai mis IBM et Oracle. Alors ça, c'est deux acteurs historiques de l'informatique. Notamment IBM. IBM a tout vendu pour ne faire plus que du cloud. IBM ne fabrique plus de serveurs, IBM ne fabrique plus de PC. C'est Lenovo qui a racheté la division PC d'IBM. Et pourtant, un IBM PC. Mais ils ont tout vendu, ils font plus que du cloud. Alors, je suis jamais allé trop voir, je me suis jamais penché sur le sujet. Et Oracle arrive aussi derrière. Donc Oracle, qui était spécialisé dans les bases de données, se sont mis aussi à faire du cloud. Encore une fois, il y en a d'autres, je pourrais en citer d'autres. La liste serait trop longue, on ne va pas continuer comme ça à l'infini. Je nous ai mis ensuite deux acteurs, et bien deux acteurs français quand même. On sait que dans le cloud, il y a une problématique de gouvernance des données. Et donc ces deux acteurs-là étant français, si vous mettez vos données chez ces entreprises-là, vous êtes dans une entreprise française. Et donc ça va nous être utile donc, pour ce qu'on appelle la gouvernance. Il y a des corps de métier comme avocat, docteur ou quoi, ou même genre l'État dans la justice, parce que l'État, bien sûr, utilise le cloud aussi, où la loi dit les données doivent être hébergées en France, dans des data centers en France, et voire même dans certains cas par des entreprises françaises. Donc OVH s'est mis à faire aussi beaucoup de cloud, avec ses propres solutions de stockage, de puissance de calcul, etc. OVH, grosse entreprise quand même, puisqu'on estime que c'est le numéro 1 européen. Puisqu'évidemment, dans les premiers que j'ai mis, il n'y a que des Américains, sauf Alibaba qui est chinois, mais tout le reste c'est américain. On estime donc qu'OVH est le numéro 1 du cloud européen. Et ensuite, je vous ai mis ODrive, qui est une entreprise, encore une taille en dessous, encore une échelle en dessous. ODrive, c'est une entreprise parisienne qui est à Paris, et qui, par exemple, gère tout ce qui est le cloud pour le Conseil régional d'Île-de-France. Je ne descendrai pas plus bas et pour une bonne raison. On a l'habitude sur le terrain, on voit des fois Vous savez, quand il y a des petites entreprises, ils ont une petite tendance à tout faire par eux-mêmes, à se débrouiller un peu tout seul et tout. Et des fois, on a des gens qui prennent des services chez des entreprises vraiment dont on n'a jamais entendu parler, ni d'Ève ni d'Adam, et qui sont de petite taille. Et on a souvent des problèmes de compatibilité, ou alors les réglages, c'est bizarre, c'est confus, c'est... Bon, il vaut mieux éviter d'aller vraiment trop sur de la petite entreprise pour du service cloud. En tout cas, voilà, deux entreprises françaises, OVH de taille tout à fait respectable européenne, et une entreprise un peu plus petite, ODrive. Moi, à ma connaissance, c'est eux qui hébergent, j'ai lu ça dans les journaux, il n'y a pas de secret de polichinelle, c'est ODrive qui gère donc tout le cloud du Conseil régional d'Île-de-France.
Ok, alors, pourquoi je vais vouloir utiliser un de ces fournisseurs? Pourquoi je voudrais utiliser du service cloud, du cloud computing? Quels sont les avantages, quelles sont les raisons qui peuvent me pousser à faire ça? L'avantage qu'on va tout de suite mettre en place, c'est moins cher. Alors, c'est moins cher que quoi? Ça, il faut toujours comparer. Euh, si vous prenez, par exemple, vous voulez héberger un site web. Et vous voulez l'héberger vous-même dans votre entreprise, dans les locaux de votre entreprise. Déjà, il va vous falloir un, mais plutôt voire deux serveurs. Parce que si jamais le premier il tombe en panne, et puis du serveur costaud qui va potentiellement coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ensuite, il va falloir embaucher des gens. Il va falloir des administrateurs système, des spécialistes de la sécurité. Bon, il va falloir embaucher toute une équipe et puis les rémunérer, etc. Et puis, d'ici 3, 4, 5, 8 ans, quelque chose, vos serveurs, ils vont être obsolètes. Et il va falloir les racheter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, dans le cloud computing, même si je fais une VM et que c'est moi qui dois mettre l'OS à jour, en assurer sa sécurité et tout ça, je n'ai aucune contrainte par rapport au matériel. Et je vais aussi avoir potentiellement besoin de moins de monde, parce que tout est automatisable, pour gérer tout ça. Et donc au final, si on compte l'achat du matériel, des serveurs, des pare-feux, etc., des lots de balanceurs, des répartiteurs de charge et compagnie, si je voulais avoir la même infrastructure dans les locaux de mon entreprise, ça me coûterait beaucoup plus cher que de faire une machine virtuelle dans les serveurs de Microsoft ou d'Amazon ou de Google. C'est le premier argument qu'on donne la plupart du temps, c'est on dit il est moins cher. Alors après, il faut faire attention. Si vous vous mettez à faire des machines virtuelles à tire-larigot, à héberger des données en masse, des centaines de gigas, etc., des terras et compagnie, ça peut aussi avoir un certain coût, faut faire attention. Mais à la base, on considère quand même que c'est un peu moins cher. Deuxième avantage, il est mondial. C'est-à-dire, si je prends des services chez Amazon ou chez Microsoft, je vais avoir les mêmes services, qu'ils soient hébergés aux États-Unis, en France. On va aller voir ensemble. Là, je suis sur une des pages d'AWS et ils vous disent 30 régions, 96 zones de disponibilité, plus de 410 points de présence dans le monde. Si je descends un petit peu, je vois là. Alors là, c'est ce qu'ils appellent des régions. Chaque région, c'est plusieurs data centers. Typiquement 3. Ce qui fait que s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais, etc. Et vos données sont répliquées à l'intérieur d'une région entre, là, ils vous disent zone de disponibilité 3, ça veut dire il y a 3 data centers chez AWS dans la région Irlande. Et donc, je peux faire en sorte que, si je veux, j'héberge mes données ici à Paris, et je vais aller les répliquer à Los Angeles, ou je sais pas où, Californie du Nord. Et tout ça, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, sans sortir du réseau privé d'Amazon. Donc en fait, j'ai toute une infrastructure mondiale que je peux utiliser, et ça m'évite, si je veux avoir, si j'ai une succursale en Espagne, une à New York et une en Irlande, d'avoir, moi, 3 fois les serveurs, etc. Et donc, tout est accessible depuis n'importe où dans le monde. Et le fait que ça soit réparti comme ça un peu partout dans le monde, ça me dit aussi que, par exemple, si mon site web, j'en ai une copie à Paris, j'en ai une copie aux États-Unis, j'en ai une copie en Asie, les clients d'Asie, ils n'ont pas à se connecter jusqu'à New York pour voir le site web. Ils vont se connecter là où j'héberge mon site web en Asie. Et donc, ils vont avoir des meilleures performances, moins de latence, etc. Donc, le fait d'avoir une infrastructure mondiale comme ça, c'est un atout non négligeable dans les avantages du cloud computing. Ça serait très compliqué pour même une grosse entreprise, moyenne grosse, on va dire, entreprise française, de faire la même chose en créant ses propres data centers. Parce que c'est ça après. On peut tout à fait, et d'ailleurs les grandes entreprises le font, Airbus, etc., Total et compagnie le font. Mais du
coup, ça veut dire créer ses propres data centers. Alors, il est mondial, il est scalable. Alors là, je vais expliquer un petit peu. Il est scalable, c'est-à-dire, par exemple, je suis un marchand de jouets. Et donc, je fais beaucoup de business sur, on va dire, novembre, décembre, janvier. Sur 3 mois. Et le reste de l'année, j'ai beaucoup moins de demandes. Moi, j'ai fait mon site web dans une VM. Et puis, le reste de l'année, une VM pour héberger mon site web, ça me suffit. Mais pendant les 3 mois qu'on vient de dire, eh ben, ça suffit plus. J'ai beaucoup plus de connexions à mon site web pour acheter des jouets. Et donc, je vais pouvoir, mais automatiquement, je peux régler pour dire s'il y a plus de temps de connexion à la seconde, on crée une deuxième VM avec évidemment le même site web dans les deux VM répliqués, avec un répartiteur de charge, un load balanceur qui va répartir les demandes de connexion entre les deux machines. Et ça a fait une montée en charge, on va dire, automatique. Et puis quand ça redevient plus calme, eh bien, automatiquement aussi, alors, je définis les critères. Si je dis il y a plus de 10 000 connexions, les administrateurs système de l'entreprise vont définir les critères. Admettons, si je repasse en dessous les 10 000 connexions par jour, hop, automatiquement, ça redescend. Et on va donc de nouveau avoir plus qu'une machine. Donc ça, c'est vraiment pas mal. D'autant plus que du coup, ça facture que ce qu'il y a besoin en temps réel, etc. Donc il est scalable, on peut monter en charge ou on peut descendre en charge de manière automatique. Je vais remettre pour la compréhension mon petit schéma, le load balanceur qui répartit donc les demandes de connexion. Ensuite, il est sécurisé. Alors, vaste débat, mais on peut quand même concevoir que pour une petite et moyenne entreprise française, c'est difficile d'arriver au même niveau de sécurité, que dans les data centers de Microsoft ou d'Amazon ou de Google. Que ça soit déjà la sécurité physique, ou même la sécurité des données, tout ce que vous mettez, alors ça c'est chez tous les fournisseurs web, toutes les données que vous mettez dedans sont automatiquement cryptées. Il y a des solutions, je dirais pour faire simple, d'antivirus qui scannent en permanence les disques durs des data centers, etc. Bon bref, il y a toute une sécurité qui est mise en place, qui est assez lourde et qui est assez difficile à reproduire en entreprise. Ensuite, il est toujours à jour. Ça, comme on l'a dit, ça dépend quand même un petit peu du type de service. Si vous faites de l'infrastructure as a service, c'est à vous de mettre à jour vos VM, etc. Mais il y a quand même tout un tas de mises à jour qu'on n'a pas à faire. On n'a pas à faire la mise à jour des serveurs physiques, par exemple, qui sont derrière nos VM et derrière nos applications ou nos bases de données ou que sais-je encore qu'on va héberger. Derrière, il y a forcément des machines réelles. Ces machines réelles-là, on n'a pas à les miser à jour. On n'a pas à les mettre à jour, pardon. C'est du matériel, une fois qu'il est obsolète, nous, c'est pas notre problème, etc., etc. Ensuite, il est fiable. Comme on vient de le dire, par exemple, si j'ai la région Paris, c'est en réalité 3 data centers qui sont reliés par de la fibre entre eux, et donc, c'est jamais en panne. Parce qu'avant que les 3 data centers ils tombent en panne en même temps, il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres entre chaque data center. Et donc, même si un tombe en panne, vous avez vos données qui sont répliquées dans les deux autres, vous n'avez aucun problème. Il y a même alors des problématiques qu'on n'a pas trop en Europe de l'Ouest, mais par exemple aux États-Unis, ils ont des tornades, des inondations, des choses, des tempêtes de neige, etc. Bon, que nous, on n'a pas, en tout cas pas avec cette violence-là en Europe de l'Ouest. Vous pouvez dire, par exemple, je veux répliquer tout ce que j'ai mis dans Paris. Alors vous pouvez dire déjà, moi j'ai mis mes données ici et elles sont répliquées dans les deux autres, pour la région Paris, mais toute la région Paris, je veux que ça soit répliqué, par exemple, à Londres.
où là, pareil, vous allez avoir 3 data centers pour la région Londres, et vos données vont être répliquées, pareil, ce qui fait que là, même si il y avait je sais pas, un tremblement de terre à Paris, vous avez toujours vos données à Londres. Donc encore une fois, nous, en Europe de l'Ouest, on est moins concernés par ça, mais aux États-Unis, il y a des régions où il y a des tornades tous les ans, ou des grosses inondations tous les ans, et ils font beaucoup ce genre de choses. Et ça nous amène donc une fiabilité assez importante. D'autant plus qu'à l'intérieur de chaque data center, tout est encore répliqué, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, il faudrait quasiment une journée complète, mais voilà, ça nous amène, il y a une grosse fiabilité, je dirais, physique, matérielle, et donc les données que vous mettez dans le nuage, dans le cloud computing, vous ne les perdez pas, vous ne les perdrez jamais, ça, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc voilà pour une petite introduction au cloud computing. Encore une fois, c'est un vaste sujet. Il y aurait pas mal de choses à dire. Et donc, qu'on va louer dans le nuage de la puissance de calcul, du stockage et du réseau. Les différents types de services, ça, c'est les 3 principaux. Vous allez voir, si vous vous intéressez au cloud, beaucoup d'acronymes en AAS. Mais vous pouvez tous les ranger dans une de ces 3 catégories. Infrastructure as a service, là, on fait des VM. Et donc, c'est nous, on est responsable de la sécurité, des mises à jour et de la maintenance de l'OS qu'il y a dans la VM. Plateforme as a service, de l'avoir l'application directement accessible. Vous vous souciez plus de ce qu'il y a derrière, si c'est du Windows, du Linux ou quoi. Et par contre, c'est à vous de paramétrer l'application. Enfin, software as a service. Là, vous avez l'application directement prête à l'emploi. Vous n'avez même pas à la configurer, comme par exemple Office 365. Les acteurs du marché, avec les géants américains, Alibaba, les Chinois, 2 entreprises françaises, ce qui peut être intéressant pour la gouvernance des données. Il y a des secteurs de métiers où la loi dit les données doivent être stockées en France, par exemple. Et enfin, les avantages, on vient d'expliquer, il est moins cher. Encore une fois, il va y avoir certains cas de figure, et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre en plus, où vous allez être facturé au cycle de processeur près. Donc là, vraiment, votre application, quand elle n'est pas en train de travailler, quand elle n'est pas en train de générer de l'argent, en gros, vous n'êtes pas facturé. Il est mondial, on a vu que c'était pour AWS, pour Azure, c'est pareil, pour Google, c'est pareil. Il y a des data centers dans le monde entier. Il est scalable, c'est-à-dire ça va monter en scale, je ne l'ai pas dit, tiens, je vais en profiter. Scale en anglais, ça veut dire échelle. Et donc, il va se mettre à l'échelle automatiquement. Ça se paramètre, etc. Mais c'est pas non plus hyper compliqué à faire. Il est sécurisé. Encore une fois, pour même une grosse petite une grosse PME, voilà. C'est compliqué d'arriver au même niveau de sécurité que dans un data center de Microsoft ou d'AWS. Toujours à jour, et donc il est fiable, on vient d'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a de la redondance à tous les étages, tout est répliqué plein de fois, à l'intérieur du data center, entre les data centers d'une même région, et on peut même demander à ce que la région soit répliquée dans une autre région. Alors évidemment, on paye tout ça, hein, mais ça nous amène à une grande fiabilité. Voilà pour cette introduction au cloud computing.